Bonjour, bienvenue à notre premier cours sur les mécanismes que les halogénoalcanes rencontrent lorsqu'ils font des substitutions nucléophiles. Notre premier sera le de type 2, c'est-à-dire bimoléculaire, et le type bimoléculaire tire son nom du fait que la vitesse de la réaction V dépend d'une certaine constante de vitesse multipliée par la concentration de l'halogénoalcane et du nucléophile, tous les deux d'ordre 1, ce qui fait que l'ordre global est de 1 plus 1, 2. Et donc il dépend de deux réactifs, l'halogénoalcane et le nucléophile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça peut vous aider à le retenir, le 2 veut dire que les deux espèces seront dans l'étape limitante. L'étape limitante, c'est-à-dire dans l'état de transition, par exemple. Alors, la substitution nucléophile 2, nous allons voir le mécanisme dans le cahier de nomenclature à la page C8. Cette substitution-là, si vous vous rappelez de notre tableau qui présentait les Rx et les nucléophiles, la substitution nucléophile 2 se passe lorsque nous avons un nucléophile qui est fort. Allons-y avec ça. Un nucléophile fort placé en présence d'un halogénoalcane qui est soit nulaire ou primaire, ou encore secondaire. Et donc la SN2 se fait dans ces conditions-là. Si c'est avec un halogénoalcane tertiaire, la réaction ne se fait pas. Okay? Il y a trop d'encombrement stérique. Allons voir le mécanisme à la page C8 de notre cahier de nomenclature. À la page C8 du cahier de nomenclature, on vous présente le mécanisme suivant. Le mécanisme de la substitution nucléophile 2, c'est un mécanisme qui se passe en une seule étape. Et le profil énergétique aura l'air de ceci: les réactifs, les produits et l'état de transition au sommet juste ici. La réaction que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est la réaction entre un nucléophile, qui est le OH-, et l'halogénoalcane CH3, Br. La réaction fait un échange de Br et de OH pour nous donner du CH3OH et le Br devient Br-. Le nucléophile, comme je le disais, est le OH- et la partie électrophile est le CH3Br. Maintenant, allons voir comment ça se passe en mécanisme. La réaction se passe lorsqu'un des doublets de l'oxygène, de OH-, attaque le carbone qui porte le brome et il l'attaque par l'arrière. Pourquoi? Eh bien, la liaison entre le carbone et le brome, elle est polarisée delta plus, delta moins, ce qui fait que le brome contient des électrons en surplus. Ici, à gauche, la partie OH-, elle est déjà négative, et si elle vient à attaquer directement le carbone ici, pas le brome, mais directement le carbone en avant pour essayer de substituer le brome, elle rencontrera dans son espace une certaine quantité de charge partielle négative. Alors, il est beaucoup plus stable pour elle de passer par l'arrière pour faire sa liaison avec le carbone. Et donc, le nucléophile attaque le carbone à 180 degrés du groupe partant, et le groupe partant, c'est le brome. Une fois que l'attaque débute, on atteint l'état de transition, qui est un état de haute énergie, où l'oxygène est partiellement lié au carbone, donc sa charge négative est partiellement utilisée pour faire un lien, donc elle devient partielle. En même temps, le carbone change son état d'hybridation de sp3 ici à quelque chose qui a l'air d'avoir 5 liens, et qui en fait n'en a pas vraiment 5 parce que les pointillés sont des liens partiels, mais la géométrie de cet état de transition-là ressemble beaucoup plus à une bipyramide à base triangulaire, de façon couchée sur le côté, si vous voulez. Et pourquoi? Parce que le carbone est lié partiellement à l'oxygène et partiellement au brome qui est en train de partir. Une fois que le brome est suffisamment parti, ce que l'on obtient, c'est le brome de façon négative parce qu'il a maintenant 4 doublets et le nouveau lien entre l'oxygène et le carbone de cette façon-là. Si vous remarquez bien, à gauche, nous avions un carbone qui avait une certaine configuration avec ces 3 groupes hydrogènes qui sont là. Lorsque l'attaque est terminée
l'inversion de cette configuration-là donne les hydrogènes orientés de l'autre côté. Dans notre cas particulier, où c'est 3 fois le même groupe, 3 hydrogènes, ça ne change rien. Par contre, la stéréochimie du produit, elle est inversée par rapport à celle de départ. Et si nous avions un carbone qui était asymétrique ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 groupes différents, eh bien, ici, au produit final, la stéréochimie aurait été inversée, c'est-à-dire la configuration aurait été l'inverse. Et donc, c'est hyper important de remarquer si nous avons un carbone asymétrique qui subit l'attaque d'un nucléophile lors d'un mécanisme de SN2. Allons voir de quoi a l'air cette réaction en 3 dimensions grâce à une animation bâtie sur Gmol par l'organisation qui s'occupe du Virtual Organic Chemistry Textbook. Alors, la réaction de SN2, ici la réaction sera entre un anion basé sur le CH3S-, donc le nucléophile c'est la partie soufre ici, et la partie halogénoalcane c'est un 1, 2, 3, 4 carbones avec un brome en position 2, le 2-bromobutane. La réaction se passe, on échange le brome pour le CH3S et le brome devient négatif. Regardez bien ce qui se passe en 3 dimensions lorsqu'on démarre l'animation. La partie jaune ici, c'est le soufre. Et si on regarde bien, la réaction, le soufre est négatif, le CH3 qui accompagne le soufre est ici, le brome est attaché sur le deuxième carbone d'une chaîne à 4. Présentement, le soufre est en train de se diriger vers le carbone qui est juste ici, au centre, et il se fera un nouveau lien entre les deux atomes et le brome quittera. Regardez bien comment les atomes qui sont reliés sur le carbone, cet hydrogène, ce carbone et ce carbone, se déplacent en 3D dans l'espace au fur et à mesure que le soufre approche et que le brome quitte. Regardez bien. Tranquillement, le film recommence. Ces groupements-là passent d'une configuration sp3 d'un côté, inversion sp3 de l'autre. Et donc, il y a carrément inversion de configuration sur le carbone au centre. Si vous remarquez, c'est un carbone qui est secondaire, c'est-à-dire ce carbone-là porte 2 carbones sur lui. Ça, c'est un modèle où on présente les atomes comme des boules et les liaisons comme des bâtons. La façon dont on peut le représenter en remplissant l'espace avec les rayons de Van der Waals de chacun des atomes, c'est-à-dire leur véritable volume, si vous voulez. On appelle ça le Space Fill Model. Regardez bien. En remplissant cet espace-là, le carbone au centre est en gris, les hydrogènes sont en bleu, le soufre est en jaune et le brome en rouge. Regardez l'espace qu'il existe autour de ce carbone-là au centre qui va subir l'attaque par le soufre si on a 2 groupements qui sont attachés au carbone. Un carbone secondaire, il n'y a pas beaucoup d'espace pour un nucléophile pour venir attaquer. Regardons en 3D. L'attaque se fait, il y a un tout petit peu d'espace de disponible. Imaginez si c'était un carbone qui était tertiaire. Ce serait vraiment difficile pour le soufre de venir attaquer. Et donc, les réactions fonctionnent bien pour les halogénoalcanes nulaires, primaires et ultimement secondaires, mais pas les tertiaires. Nous revoici donc dans votre cahier Christian Drouin. Je vous invite à revenir à la page sur la substitution nucléophile 2. Nous avons examiné le mécanisme à la page C8 dans le cahier de nomenclature. Je vous invite à le réécrire juste ici. Donc, faites-vous de l'espace, réécrivez-le parce que vous devez l'apprendre par cœur. On pourrait vous questionner sur ce mécanisme-là. Maintenant, histoire de se pratiquer sur la deuxième compétence qu'on vous demande d'avoir, c'est-à-dire être capable de prédire les produits de réaction qui passent par un mécanisme de SN2. Ici à gauche, vous avez les halogénoalcanes. Certains d'entre eux ne sont pas montrés en 3D, même si parfois ça pourrait être utile. D'autres, il y a une stéréochimie qui est précisée dans ces composés-là. Vous devez donc la respecter avant de faire la réaction. La partie de droite est la partie nucléophile, donc le nucléophile ici. Très souvent, les nucléophiles, on va vous les présenter accompagnés d'un contre-ion, c'est-à-dire si le nucléophile il est négatif, par exemple COO-, CH3O-, benzyle S- et CN-, on les présente avec le carbocation, pas le carbocation, le cation
qui l'accompagne. Très souvent, ça va être un métal de la famille des alcalins ou des alcalinotéreux, donc ici, sodium, lithium et potassium. Vous devez détacher les deux, c'est-à-dire les dissocier en ions, pour retrouver la partie négative. Vous faites réagir la partie négative des nucléophiles avec l'atome qui porte les halogènes dans les réactions, et les réponses, nous les verrons en classe. Bon exercice.